Elle est montante et possède une tige pour protéger la cheville. Aujourd'hui, la petite histoire d'une basket mythique, la All-Star de Converse. Elle incarne le style college américain, les campus, une certaine fureur de vivre des années 50, une forme de contre-culture. Chaussée des Converse, c'est afficher un style décontracté, une touche intello chic. On la retrouve entre autres aux pieds de James Dean, Sofia Coppola, Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg. Dans les années 60, par exemple, en Europe en tout cas, on ne pouvait pas imaginer de porter des baskets en dehors d'une pratique sportive. En ville, ça se portait pas. Ça pouvait chausser les lycéens lorsqu'ils allaient en cours de sport. Et donc, les rues des villes, peu à peu, s'animent de gens comme ça qui n'ont pas la traditionnelle chaussure de cuir à talons pour les femmes ou lacets pour les hommes. La légende raconte que la Converse aurait été inventée par un certain marquis de Converse, un gymnaste qui, après s'être tordu la cheville, a décidé de créer une basket montante afin d'être mieux protégé. En revanche, celui grâce à qui la Converse allait faire le tour des États-Unis, c'est le basketteur Chuck Taylor. Il s'impose de loin comme le meilleur ambassadeur de cette basket. Chuck Taylor, c'est beaucoup plus qu'un vendeur, c'est un véritable ambassadeur à la fois de la marque Converse, mais aussi du basketball en général. On se souvient de ce personnage qui était très charmant et très aimé, je crois, des universitaires, et qui arrivait dans sa Cadillac blanche avec le coffre bourré de baskets et qu'il présentait donc aux étudiants et aux sportifs. Si la All-Star traverse les générations et passe au travers des modes, c'est grâce à sa simplicité. Depuis les années 90, la All-Star devient l'alternative aux modèles très techniques portés par les rappeurs. La All-Star de Converse, qui a séduit les punks, les grunge et les rockers, est finalement un modèle rétro et très basique. La All-Star est devenue un modèle qui plaît tellement que ça atteint l'intemporalité. C'est-à-dire que c'est à la fois très mode et en même temps ça peut être hors mode. Régulièrement, on imagine qu'elle va disparaître. Elle ne disparaît jamais. C'est comme un jean. Il y a un élément de base et puis des variations possibles à travers le changement du tissu, de la partie tissu, qui fait qu'elle peut s'adapter à différents phénomènes de mode et constamment se renouveler et renaître tel un phénix. On notera que le logo de la Converse est une étoile à 5 branches en référence à la compétition annuelle de basket aux États-Unis, la NBA All-Star Game. C'est l'une des rares avancées de la COP27. Pour la première fois, un fonds va permettre d'indemniser les pays en développement touchés par le réchauffement climatique. Ici à Sharm el-Sheikh, nous avons créé le tout premier fonds dédié aux pertes et dommages. Un fonds qui a mis si longtemps à se constituer. Pour les pays en développement, c'est une victoire après 30 ans de bataille. Ils espèrent voir réparer une injustice, celle d'être les premiers touchés par le réchauffement climatique, alors qu'ils y contribuent peu. Je suis très enthousiaste. C'est un résultat extrêmement positif pour les 1,3 milliard d'Africains. L'Afrique, un continent touché cette année par des épisodes de sécheresse dramatiques. Ce fonds ira-t-il aider les communautés africaines? Lesquelles? Tout reste encore à définir selon les ONG. Maintenant, il y a encore du travail à faire pour définir ce qu'est la vulnérabilité, car il y a beaucoup de définitions. Et nous avons besoin d'être certains que ceux qui payent le coût le plus élevé en ce moment soient les premiers bénéficiaires de ce fonds. Les bénéficiaires restent flous et les contributeurs aussi. Qui mettra de l'argent dans ce fonds? La Chine a notamment déclaré qu'elle pourrait contribuer, mais sans donner de montant. Les Européens ont fait des promesses, l'Allemagne pour 170 millions d'euros, la France pour 20. En réalité, ces millions servent à montrer à la communauté internationale que l'argent est là et qu'il y a besoin d'un fonds pour créer un mécanisme de donation. Mais les promesses ne sont pas suffisantes. Les besoins sont colossaux. Pour les seules inondations de cette année au Pakistan, les dégâts sont en effet estimés à près de 30 milliards de dollars. Les gouvernements ont jusqu'à fin 2023, date de la prochaine COP, pour faire de ce fonds autre chose qu'une coquille vide. Ces femmes iraniennes n'auront plus à craindre ces policiers. La police des mœurs vient d'être abolie. À l'origine de cette décision, le procureur général d'Iran.
Exit donc la police des mœurs, celle-là même qui est responsable de la mort de la jeune kurde Mahsa Amini, arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire il y a presque 3 mois. Un assassinat qui a lancé un mouvement de contestation sans précédent en Iran. Depuis plus de 100 jours, des milliers d'Iraniennes brûlent leurs voiles, des centaines d'étudiants se mobilisent pour contester le pouvoir autocratique des mollahs. Une abolition qui se veut être une réponse à la pression de la rue et reprise à son compte par le président. Les fondements républicains et islamiques de l'Iran sont ancrés dans la Constitution. Mais il existe des méthodes de mise en œuvre de la Constitution qui peuvent être infléchies. En clair, la brigade des mœurs est lâchée par le pouvoir. Créée en 2006 par un autre président autocrate, l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad, la police des mœurs avait pour mission de faire respecter le code vestimentaire strict en République islamique qui impose aux femmes le port du voile en public. Si cette loi est contestée par un certain nombre d'entre elles, elle l'est également au cœur même du gouvernement entre religieux et politiques. Il ne s'agit pas de renoncer à la loi, il ne s'agit pas d'une évolution structurelle, et il s'agit d'une déclaration tactique, à la fois pour des considérations internes au régime et pour diviser les manifestants. La volonté d'affaiblir la contestation qui veut des réformes, une certitude. En réponse à l'abolition, le pouvoir a organisé une gigantesque manifestation de soutien. Pas question pour les mollahs de Téhéran d'envisager toute idée de changement de régime. Nous allons tester 4 types de feedback avec 4 groupes de spécimens qui effectueront tous la même tâche. Seul le feedback va différer. Nos spécimens vont passer un à un dans chaque salle. Une caméra témoin filme l'exercice dans sa durée alors que notre équipe passe d'une salle à l'autre. Alors le but de cette expérience, c'était de montrer au fait comment, quand on est en train de faire un travail, l'environnement de travail, les conditions, le feedback qu'on reçoit peut influencer massivement notre motivation et notre performance. Il y a eu 4 manière de donner du feedback, des remarques aux gens qui ont travaillé. La première, qui est peut-être la plus cruelle, les gens, à chaque fois qu'ils ont fini leur travail, ont détruit leur travail sous leurs yeux, on déchire leur travail. Motivé pour continuer? Oui. Okay. Déchirer son origami a immédiatement démotivé notre spécimen. Non, pas spécialement. Merci. Les autres ont bravement tenu le coup, mais la qualité de l'origami est restée médiocre. La deuxième, c'est un feedback négatif. Imaginez un chef qui n'arrête pas de critiquer ce que vous faites, mais qui vous dit jamais qu'on sait bien. Ça, c'est la deuxième condition. Alors, au niveau des plis, il y en a beaucoup qui sont apparents, qui ne devraient pas être là. Alors, est-ce qu'ils veulent? Non. Je dirais même qu'il a une aile handicapée. Au niveau de l'esthétique générale, c'est un peu imprécis. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Est-ce que vous êtes motivé à continuer? Pas vraiment. On s'arrête là? Oui. Très bien. Dans la troisième condition, on n'a mis aucun feedback, donc les gens travaillaient tout seuls, mais ils avaient quand même l'opportunité de regarder leur travail fini s'accumuler devant eux. Le quatrième, c'est un feedback, comme il est conseillé de les faire, qui a comme objectif d'améliorer le travail, mais aussi de valoriser les personnes qui le font. Bravo! Merci beaucoup, bravo, excellent. Ben voilà, alors déjà vous avez bien réussi à le faire d'un coup, ben, c'est nickel. C'est dommage que ce niveau de précision on le retrouve pas partout, par exemple ici. Il est vraiment joli, il est vraiment bien. Ouais. En tout cas, celui-là, il est vraiment très très précis. Juste une question, est-ce que vous êtes motivé à en faire encore un? Oui, pourquoi pas. La rétroaction permet de vérifier la compréhension de notre message par l'interlocuteur. Grâce à ces indications, le locuteur peut réajuster son message initial. Le contenu de la rétroaction peut être positif ou négatif, mais dans tous les cas, il devra se focaliser sur des faits et non sur un quelconque jugement de valeur. Par exemple, mieux vaut formuler une rétroaction du type « J'ai observé ton arrivée tardive lors des 4 dernières réunions. Ceci a retardé l'équipe dans sa progression sur ce dossier. » Plutôt qu'une reformulation du type « Ces derniers temps, tu es toujours en retard aux réunions de l'unité. » Pour une rétroaction plus efficace, on peut demander un retour de notre interlocuteur sur sa compréhension du message, par exemple en posant des questions ouvertes pour vérifier si l'on a bien compris ce qui a été exprimé, ou en utilisant des formules comme « Si j'ai bien compris, ce qui est important pour vous ». On peut aussi recevoir spontanément un retour de l'interlocuteur au cours de l'interaction.
ce retour peut prendre la forme d'une ou de plusieurs informations verbales et ou non verbales. Par exemple, notre interlocuteur acquiesce de la tête pour valider nos propos ou bien il ajoute de l'information afin de préciser ou d'enrichir notre reformulation.